Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 412e édition de la série hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur www.rtghaiti.com. À cette 412e édition de la série, nous avons retenu pour thème gestion de la déclaration de patrimoine. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir de partager le plateau avec un habitué de l'émission, un confrère, pas des moindres, un passé président de l'OCPA, un chercheur, un serviteur de la profession comptable. Je dirais, quelqu'un qui fait beaucoup de bien sans faire de bruit. Je veux citer le confrère et ami, professeur Lucien Duval. Professeur Duval, bienvenue à votre émission. Merci, cher confrère, pour l'invitation. Un salut spécial à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et internautes. Et merci à tout le staff, tout le personnel de Radio-Télé Guinée. Merci encore une fois. On prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs internautes, nous vous rappelons que l'Ordre des comptables reçoit l'inscription en son local, de 9h à 14 PM. L'Ordre organise aussi un événement mensuel sous le label Jeudi de l'expert comptable. C'est une série de conférences ouvertes tant aux membres de la corporation dans le cadre de la formation continue, au grand public, étudiants, chercheurs, professionnels, entrepreneurs. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques éléments d'information. Et nous rappelons encore une fois, il y a suspension des pénalités fiscales en cas de force majeure. Lorsque la DGI est en grève, pour quelque raison que ce soit, ou bien il y a une situation générale, ce qu'on appelle le pays loc, les déclarations qui sont soumises en retard ne peuvent pas provoquer d'amende et d'intérêt de retard. Alors pour cela, il appartient aussi à la Direction générale des impôts particulièrement de mettre une note pour que tous les organes de la DGI soient informés. Quand il y a des situations qui se développent aujourd'hui où des contribuables se voient infliger des amendes et intérêt de retard pour avoir soumis une déclaration en retard. Encore une fois, c'est l'occasion pour le staff de la DGI, la Direction générale particulièrement, de résoudre ce problème. L'émission du jour, gestion de la déclaration de patrimoine. On parle de patrimoine, c'est-à-dire on parle de l'ensemble des biens de quelqu'un. Voici là une définition du patrimoine. Il y a eu plusieurs émissions au magazine sur la déclaration de patrimoine. Nous pensons à M. Totu particulièrement, qui a fait état de l'applicabilité de cette loi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la gestion de la déclaration de patrimoine. Aussi, la première question que nous allons adresser à notre
invité, c'est, professeur Duval, quel est l'objectif, la finalité de la déclaration de patrimoine? D'abord, d'une manière générale, avant même de rentrer dans la loi du 8 février 2008 sur la déclaration de patrimoine, il faut savoir que c'est un outil au service de la transparence et au service de la reddition de comptes qui est utilisé aujourd'hui à travers le monde dans le cadre des instruments internationaux et relatifs non seulement à la transparence, mais aussi au fonctionnement démocratique des États. Et quand on parle de déclaration de patrimoine, pour faire court, c'est une déclaration de l'ensemble des biens, meubles, immeubles, tangibles et intangibles d'une personne. Et sauf qu'on ne peut pas faire de déclaration pour chaque personne en particulier, et la loi va fixer les catégories de personnes physiques qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine et aussi les organes de contrôle, de suivi et même les organes habilités à prendre des sanctions en cas de non-déclaration. Mais pour résumer, quand on parle de déclaration de patrimoine, c'est la déclaration de l'ensemble des biens meubles, immeubles, tangibles, intangibles. Et maintenant, en parlant de cette catégorisation, il faut aussi qu'on précise que c'est une catégorisation qui est d'ordre juridique, pas forcément d'ordre comptable. C'est pourquoi on parle de biens meubles, immeubles, mais aussi tangibles, intangibles, pour qu'il n'y ait pas vraiment d'équivoque. Parce que les comptables ont souvent tendance à utiliser le mot immobilisation. Mais en droit, quand on parle d'immeuble en droit, ce n'est pas immobilisation dans le sens comptable, où on parle d'un bien rattaché à une entreprise, à une institution, mais on parle surtout, clairement en droit, de biens ou bien sujet à déplacement, qui peut être déplacé, ou bien on parle d'un bien qui est rattaché à la terre. Et deuxième chose, quand on dit tangible, intangible, que le bien soit de nature physique, c'est un immeuble, c'est un terrain, que le bien soit de nature non physique, c'est un compte à recevoir, c'est une dette, etc. Tout va rentrer dans la déclaration. Droit d'auteur, aussi. Droit d'auteur, etc. Alors, professeur Duval, vous avez fait remarquer qu'effectivement, c'est le texte qu'il faut voir dans le cadre de la reddition des comptes, de la transparence. Mais il y a un aspect important, dans le cadre de la moralisation, de la gestion de la chose publique aussi. Vous n'êtes pas de cet avis aussi? Quand on parle de transparence aussi, tout ça embrasse moralisation de la vie publique, mais attention, je ne dirais pas ça. Je dirais comme ça parce que finalement, même là où il y a déjà un niveau de satisfaction plus ou moins élevé de la moralisation, on continue à utiliser ces instruments. Vous comprenez? Donc finalement, c'est un instrument pour la transparence, la cohésion sociale, l'information, mais aussi le développement continuel des bonnes pratiques. Donc c'est ça, ça a un aspect, je dirais, préventif. Parfait. Professeur Duval, puisque nous parlons de la déclaration de patrimoine, vous avez fait remarquer, ça de la prise en compte des biens tangibles et intangibles, des droits d'auteur, etc. Mais voyons le côté comptable. Le côté comptable, à savoir ce que doit faire le déclarant, c'est-à-dire la personne qui est concernée, et ce que doit aussi, les obligations qui incombent aux organes d'exécution. D'abord, la loi définit, on ne va pas développer ça tout de suite, mais cette grande catégorie de déclarants qu'on pourra peut-être voir par la suite. Non, oui, vous pouvez faire état. Et qu'on pourra voir par la suite. Mais globalement, il y a les membres du pouvoir exécutif. On ne va pas faire en détail maintenant. Les membres du corps législatif, les autres personnes politiques, telles que consuls, ambassadeurs et autres. Ensuite, il y a les membres des institutions indépendantes, conseillers à la Cour supérieure des comptes, et président et membre, directeur général du Conseil électoral provisoire, et recteur, vice-recteur de l'Université d'État d'Haïti, etc., etc. Ensuite, il y a les représentants des collectivités territoriales, vous voyez déjà,
les maires, et toutes catégories confondues, CASEC, etc. Et puis les caissiers payeurs des administrations communales. Caissiers payeurs. Et là, il y a une catégorie qu'on ne touche pas, mais quand même, je pense que c'est une erreur. Et les inspecteurs aussi, ceux qui sont appelés à faire les inspections pour la levée de l'impôt pour la commune, auraient dû être catégorisés, mais ce n'est pas catégorisé. Bon, passons. Et puis, il y a les fonctionnaires et autres agents de l'administration publique, directeurs généraux adjoints, ordonnateurs et comptables, présidents et membres du conseil d'administration des institutions publiques, etc., etc. Voilà en gros ces grandes catégories et qui sont les déclarants obligatoires et qui doivent être contrôlés d'une part par le greffe du tribunal civil de la commune où est établi le déclarant et d'autre part par l'ULCC. On verra par la suite les problèmes peut-être d'applicabilité qui se posent au niveau de l'intervention de ces deux acteurs. Mais en gros, c'est ça. Et pour finir maintenant, il y a aussi les agents de l'ordre, c'est-à-dire je parle de la force publique telle que la police. C'est-à-dire c'est pour la police, c'est la catégorie où vraiment on vise tout le monde. Dans les autres, pour les fonctionnaires, il y a des catégories où on ne va pas très bas, mais pour la police, par exemple, on vise tout le monde, etc. Voilà, par exemple, pour les catégories qui sont visées comme déclarants pour la déclaration de patrimoine. Maintenant, parlant de l'aspect comptable, d'abord, pour la déclaration de patrimoine, la loi prévoit les éléments inclus dans une déclaration, mais il y a aussi un formulaire de déclaration de patrimoine. On pourra par la suite discuter des limites de ce formulaire, des choses comme ça, mais ça existe et c'est un instrument déjà assez conséquent, mais qu'à mon avis, qu'on devrait même bonifier, puisque carrément, il y a une évolution de 2008 à aujourd'hui par rapport à la technologie et autres. Il y a d'autres instruments possibles qu'on peut utiliser pour que la déclaration soit plus facile. Passons. Maintenant, à côté de ce formulaire de la déclaration, il y a maintenant l'aspect administratif pour les déclarants. En général, pour pouvoir arriver à faire cette déclaration, le déclarant, normalement, devrait faire l'inventaire. Très bien. L'inventaire de ses biens meubles, immeubles, tangibles, intangibles, etc., de ses actifs. Très bien. Et déjà, ça demande une certaine technicité, et la loi ne l'a pas prévu, et ça demande une certaine assistance. Alors, j'ai appris au cours de la dernière journée porte ouverte de l'ULCC que parfois, il y a des agents de l'ULCC qui interviennent pour aider à compléter cela. Bon, j'ai des réserves là-dessus, mais en général, c'est un aspect technique qui demanderait beaucoup plus d'assistance aux déclarants qui auraient beaucoup plus de biens. Plus on a de biens, de diversité de biens, plus on va avoir besoin de ça. Autre chose, c'est que, et au niveau, je crois, de l'article 16 qui parle de l'accroissement du patrimoine, il est prévu que quand le déclarant, au cours de son mandat ou au cours d'un exercice, constate un accroissement de son patrimoine égal ou supérieur à 40% de son revenu imposable, il devrait maintenant le signaler. Bon, là, j'ai des réserves là-dessus parce qu'en termes relatifs, c'est un article sur lequel j'ai des critiques, mais quand même, vous voyez, c'est encore la complication administrative pour que le déclarant puisse être accompagné parfois dans cet exercice qui est à la fois juridique, mais qui a aussi une forte implication, je dirais, comptable et une forte implication administrative. Voilà, par exemple, en gros, pour la question. Maintenant, et pour cet aspect administratif, vous permettez, laissez-moi finir rapidement. Cet aspect administratif, parce que je ne veux pas oublier ça, il faut aussi une meilleure vulgarisation même du formulaire de déclaration. On vulgarise le texte de la loi, mais pas le formulaire, au point que, à la dernière journée porte ouverte, il y avait seulement des déclarations, des formulaires
pour les fonctionnaires publics, pas pour tout le monde. Alors que tout le monde doit être informé. Voilà. Très bien. Professeur Duval, vous avez mentionné un point du important, c'est savoir l'inventaire de départ. Il faut l'inventaire. Il faut l'inventaire, c'est-à-dire à savoir l'évaluation des biens que nous possédons. Ça veut dire que le déclarant devrait faire appel, je dirais même des évaluateurs, par exemple immobiliers. On a des titres de propriété, on avait acheté un bien, on avait un terrain, on avait hérité d'un terrain, etc. Donc, le déclarant doit avoir l'assistance même d'un expert comptable, même d'un homme de loi, de façon à pouvoir remplir cette formalité, parce que le formulaire en soi, je dirais, c'est un résumé de ce qu'on a à faire. Mais en ce qui a trait à la préparation de la documentation, il faut nécessairement une assistance qui ne vient pas nécessairement du LCC. Donc le déclarant doit être organisé, informé. C'est-à-dire, on a un bien, eh bien, il faut faire appel à un évaluateur immobilier pour dire, voici la valeur de ce bien. On a un ensemble, vous avez bien mentionné, vous avez un ensemble de bijoux de valeur, de tableaux, etc. Il faut une évaluation. Donc, est-ce que, selon vous, dans l'état actuel, c'est-à-dire, nous parlons d'un texte 2008, nous sommes en 2020, 12 ans après, est-ce que, effectivement, dehors de cette obligation de divulgation, est-ce que les déclarants sont suffisamment informés du contenu et de leurs obligations en tant que personnel concerné? Moi, je vais aborder la question, mais je ne voudrais pas l'aborder comme ça, dans la mesure où je ne veux pas non plus ouvrir une porte pour les déclarants de mauvaise foi. Ça, c'est un aspect technique important. Je pense que dans cet aspect d'inventaire, il y a premièrement un effort du déclarant. Il doit commencer par le déclarant qui doit pouvoir, c'est lui qui connaît ses biens, le premier effort c'est à lui. D'abord de dire que voilà ce que je possède, de mettre ça sur papier lui-même. Parce que si le déclarant aujourd'hui m'appelle comme consultant et qu'il a un immeuble au Canada ou au Japon, je ne peux pas savoir. Il y a quand même ce premier souci que la déclaration de patrimoine est la déclaration et de la responsabilité du déclarant. Il faut que ce soit clair. Maintenant, je suis d'accord maintenant pour en venir sur cet aspect technique au niveau de la déclaration de patrimoine. Et premièrement, généralement, il y a un deuxième effort à faire, c'est que le déclarant doit prendre l'habitude maintenant, le déclarant doit prendre, potentiel ou bien futur, doit prendre l'habitude de pouvoir bien au moins noter les coûts des biens importants qu'ils achètent ou bien qu'ils acquièrent. C'est-à-dire qu'il y a un premier effort à faire. Et je pense que aussi, le problème de la localisation claire de ces biens est primordial dans la mesure où, si je localise bien un bien, mais si j'arrive à ne pas évaluer correctement, c'est un moindre mal. Et cela dit, on peut passer à l'aspect principal de la question et qu'il y a des problèmes techniques qui peuvent se poser lorsque, par exemple, un déclarant doit rentrer aussi dans un processus d'évaluation. Pourquoi? Parce que il y a des personnes visées qui vont hériter de biens, qui vont tout simplement aussi construire, fabriquer eux-mêmes des biens qui sont assez anciens, qui n'ont pas d'équivalent sur le marché, etc. Et le problème de l'évaluation, ça peut quand même être une sorte d'entrave, parce qu'il y a une question de coût, coût-avantage, coût-bénéfice. Et là encore, il n'y a pas vraiment je dirais, de facilité légale donnée ou bien prévue pour une telle entrave. Maintenant, à côté de cet aspect encore, si on fait le lien entre la déclaration de patrimoine originel, l'obligation de déclarer les accroissements de plus de 40% du revenu imposable, l'obligation de faire une déclaration à la sortie, si on met ces trois en même temps, il y a un autre aspect, entre guillemets, comptable qui va se poser. C'est comme si le déclarant doit toujours faire attention à l'accroissement du patrimoine. Et dans ce cas, c'est comme si aussi le déclarant devrait tenir une sorte d'inventaire. Une comptabilité, dis-je. Je veux dire un inventaire permanent. Je ne vais pas exagérer pour dire la comptabilité. Un inventaire permanent pour ses biens, mais aussi une comptabilité aussi pour
Et surtout ces revenus, les revenus gagnés en termes de, non pas d'accroissement de patrimoine physique directement, mais en termes de salaire, rémunération, honoraires et autres, pour pouvoir les évaluer tout le temps, pour voir ce que ça donne, etc. Voilà, il y a une difficulté technique, certes, là-dessus. Très bien. Alors là, c'est au niveau du déclarant, mais au niveau des organes de contrôle, par exemple, l'ULCC, le greffe tribunal, il y a aussi une obligation, un ensemble d'obligations également à la charge de ces administrations-là. Par exemple, pour constater l'augmentation, il faut qu'il y ait un suivi. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas aussi un ensemble d'obligations et comptables également Normalement, au regard de la loi, c'est le déclarant qui a pour obligation de déclarer tout accroissement de plus de 40% ou plus de son revenu imposable, de son patrimoine, mais égal à 40% de son revenu imposable. Là encore, je dois vous dire qu'avant d'avancer, pour moi, techniquement, c'est un article à refaire, à repenser. Pourquoi? Parce que quand on parle de 40% d'augmentation du patrimoine comparé au revenu imposable, il y a trop de relativité. C'est-à-dire, les 40%, ça dépend du revenu imposable. Je peux avoir un patrimoine de 2 milliards, de 3 milliards, un revenu imposable aujourd'hui de 200 000. Vous voyez? Quand l'accroissement est rapporté au revenu imposable, il peut y avoir des fourchettes vraiment, où l'accroissement même de 40, 50, 60% ne serait pas si significatif que ça. C'est un article à repenser sur le plan technique. Peut-être si vous cherchez cet article, je ne sais pas très bien, mais il faut aller peut-être vers les articles 16, quelque chose comme ça. 10 pour l'accroissement de patrimoine. Alors là, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est clairement exprimé par le législateur. Il est fait obligation aux personnes visées par les articles 8, 8.1 et 8.2 de la présente loi de communiquer à l'ULCC pendant l'exercice de leur mandat ou de leur fonction toutes les modifications de leur patrimoine dépassant 40% de leur revenu annuel imposable. Maintenant, si j'ai un patrimoine de 12 millions, un salaire de 1 million, n'importe quel petit accroissement sur 12 millions peut faire plus que 40%, plus que 100% même, etc. Vous voyez, c'est un petit peu branlant, un petit peu ce texte. Est-ce que vous voulez apporter une petite lumière sur la notion même de revenu imposable et de l'imposable? Non, quand on dit revenu imposable, c'est la différence entre le revenu brut du contribuable et les charges fiscales, les charges qui sont déductibles sur le plan fiscal, pas toutes les charges, pas toutes les dépenses. Vous voyez, finalement, c'est un petit peu, je ne vais pas critiquer, mais quand même, c'est pas... Donc, l'article 10, selon vous, porte déjà... Il y en a beaucoup. Hein. Si on devait s'établir sur le problème d'applicabilité, je pourrais quand même venir avec 20 ou 30 choses, bien que la loi en soi comporte seulement 22 articles en 6 sections. De ces 22, il faut, si on enlève les dispositions transitoires et finales qui font 3 articles, ça veut dire que c'est 19 articles. Mais au moins, il y a au moins, tel que je les ai inventoriés, une vingtaine de points majeurs dans ces articles qu'on pourrait critiquer et qui rendent quand même le besoin, qui engendrent le besoin quand même de revoir ce texte rapidement. Très bien. Donc, en dehors de ces obligations-là, est-ce que les statistiques doivent pas avoir un rôle important à ce niveau? Parce qu'on parle de plusieurs catégories de fonctionnaires, de personnes politiques qui sont visées, mais est-ce que les statistiques doivent intervenir pour nous dire, par exemple, voici la population concernée, voici ceux qui ont exécuté ceci par catégorie, de façon à éclairer le grand public dans le cas du souci de cette transparence? Là, vous parlez de méthodologie générale, de méthode de travail spécifique de l'ULCC. Je ne voudrais pas rentrer dans le champ quand même d'une autorité comme l'ULCC doit faire son travail. Et je ne sais pas si on ne fait pas ça, parce que je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais normalement,
Et si vous voyez quand même l'article, je dirais, l'article 7, un petit peu qui détaille la question des déclarants, vous allez voir que il est possible au niveau de chaque catégorie d'institution de déjà déterminer la liste des postes ou fonctions, vous voyez, sujets à la déclaration, et en même temps, de notre côté, la liste des personnes occupant ces fonctions. Et maintenant, pour tenir cela, il faudrait un tableau de bord, une base de données dynamique, parce qu'avec les va-et-vient, les entrées, les sorties, etc., pour faire la mise à jour, ça, c'est un élément de base, mais qui, à mon avis, n'intéresse pas forcément le grand public, qui peut-être est facile à corriger dans la mesure où on veut rentrer dans cette dynamique. Moi, ce sur quoi je pense qu'on devrait insister comme problème majeur en termes d'applicabilité, d'abord, c'est la procédure de déclaration. La procédure prévoit que les déclarants doivent produire la déclaration par devant le greffe du tribunal de première instance de leur commune. De sorte que c'est très bien, ici, il y a un souci de rapprochement et aussi une convergence vers une institution pour éviter que cela, maintenant, soit une affaire de je peux apporter la déclaration ici ou là-bas. Ça, c'est très bon. Donc, il y a une tendance convergente. Maintenant, de notre côté, il est dit que l'ULCC doit prendre les dispositions pour récupérer la déclaration auprès des greffes. En matière administrative, cela ne colle pas. C'est-à-dire, vous demandez aux déclarants de converger vers les greffes. On aurait dû faire l'inverse dans la loi et demander à ce que les greffes transmettent à l'ULCC, qui est l'autorité quand même de contrôle. Alors là, dans le texte, c'est l'ULCC qui doit aller chercher les déclarations, les formulaires dans les différents greffes. Ça, c'est un premier problème. On superpose un faisceau convergent à un faisceau divergent. Ça fait plus de travail dans le système. Il faut qu'on revoie ça normalement et qu'il y a proactivité dans l'activité. C'est-à-dire l'institution qui reçoit doit transmettre dans un délai, point barre. Point barre, est-ce que c'est bon de dire ça? Bon, ça peut passer. Bon, ça peut passer, mais j'enlève quand même. Et deuxième chose, au niveau des greffes, les articles 5, je crois, et 11, peut-être 11, 16, 11 de la loi, parlent du problème de confidentialité. Il est prévu que les déclarations déposées au greffe, transmises à l'ULCC, peuvent être communiquées à d'autres agents publics, notamment les parlementaires en cas de besoin, les juges, etc. Mais si vous regardez les articles sur la confidentialité, ces articles prévoient des sanctions au cas où un employé du greffe ou de l'ULCC divulgue l'information. Mais il n'y a pas de sanction. Si c'est un juge, c'est un sénateur qui divulgue l'information, etc. Là, il y a certains problèmes. Au niveau, je dirais, de l'équité même du texte, ou bien peut-être c'est une omission qu'on devrait pouvoir regarder dans cette loi et puis prévoir ce qu'on peut faire pour corriger, parce qu'il va y avoir certainement. Troisième chose, c'est que si on regarde le problème au niveau infrastructurel, on sait tous, il n'y a pas rien à démontrer qu'au niveau des greffes de tribunaux, il n'y a pas vraiment d'infrastructure d'accueil prévue pour ça. Très bien. Comment préserver la confidentialité dans cette petite structure, ces petits bureaux dont certains sont maintenant encore dans des abris provisoires, etc., qu'on va préserver la confidentialité. Il n'y a pas d'équipe prévue pour ça, il n'y a pas une administration, donc il faut des dispositions administratives, institutionnelles, infrastructurelles au niveau tant des greffes que de l'ULCC. Moi, je suis allé là-bas à l'ULCC la dernière fois, on a dû faire une porte ouverte sur la cour.
il n'y a pas d'espace. Donc, qu'on va gérer tout ça, on ne sait pas très bien. Très bien. Voilà, par exemple, mon point de vue. Très bien. Donc, vu l'importance de ce point, à savoir l'aspect administratif structurel, infrastructurel, pour gérer la déclaration de patrimoine, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 412e édition de la série OCPA Magazine, série qui a pour thème Gestion de la déclaration de patrimoine. Notre invité, le professeur Luckner Duval. Au cours de la première partie de l'émission, le professeur Duval vous a expliqué l'objectif, la finalité de la déclaration de patrimoine. Idée maîtresse, c'est un texte pris dans le sens de la reddition des comptes, de la transparence, de la moralisation de l'administration de la chose publique. Et comme l'a si bien dit, qui est une quête continue. Et ceci vise quoi? Créer la confiance indispensable entre gouvernants et gouvernés. Avant la pause, M. Duval avait mentionné un point d'une grande importance, à savoir les institutions qui sont chargées de faire le suivi de la déclaration de patrimoine sont dépourvues des moyens de leur politique. À savoir la mise en place d'infrastructures indispensables. On parle de confidentialité, mais la déclaration de patrimoine qui est soumise en 3 copies, on parle de documents volumineux pour certains qui ont un patrimoine important, professeur Duval. Y a-t-il des classeurs anti-feu? De quoi nous parlons? Donc, professeur Duval, ces institutions-là, je reprends la question, ont-elles les moyens de leur politique? Je ne voudrais pas parler des institutions parce que je n'ai pas vraiment fait des recherches sur des institutions. Non, je parle du greffe, je parle de l'IACC particulièrement. Quand on parle de moyens de leur politique, je ne sais pas s'ils n'ont pas les moyens de leur politique, mais je sais qu'ils n'ont pas les moyens de base. Quel bonheur, c'est? Les moyens de base. Parce que moi-même, il m'arrive au cours des premières recherches que j'ai faites sur la question d'avoir visité des greffes pour aller voir. Il se trouve que je suis allé à l'ULCC à un certain moment. Il se trouve que récemment, ma conviction a été faite à l'occasion de la dernière journée porte ouverte. Je suis arrivé, il n'y avait que ce livret qu'on pouvait vous offrir, fait par Fondation FJKL, qui est très bien, sur la déclaration de patrimoine avec le texte de la loi, etc. Mais il n'y avait pas d'autres informations. Maintenant, j'ai regardé aussi que, à une journée porte ouverte de l'ULCC, il n'y avait pas vraiment de porte à ouvrir. C'est sur la cour qu'il y avait 3 stands. Et puis, moi, j'ai commencé à poser des questions parce que, je vous l'avais dit, depuis 3 ans, 5 ans même, je m'intéresse fortement, non seulement à cette loi, mais à d'autres, dont la loi sur le financement de l'éducation, etc., que j'ai étudié en profondeur un petit peu pour mes besoins personnels et autres. Mais je n'ai pas pu tenir un dialogue avec personne sur la déclaration de patrimoine. Autre chose, quand j'ai demandé un exemplaire de la déclaration, on m'a dit que non, il y a un lot là dans des enveloppes jaunes. C'est pour des fonctionnaires, il fallait que je présente une carte pour dire que je suis fonctionnaire.
Pour avoir accès que à je ces vais fonds. retirer le formulaire pour aller faire ma propre déclaration, sinon on ne peut pas me donner. Dans une journée porte ouverte, puisqu'il y a une sorte de foire. Là, il n'y a pas la base. Maintenant, allons plus loin. Ça, c'est ULCC. Moi, je n'ai pas entendu parler de création d'équipes de traitement de la déclaration. Je n'ai pas entendu parler de ça. Bon, je ne sais pas de quoi on parle. Autre chose, c'est de là pas après sa déclaration. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas envisager quand même la possibilité de faire la déclaration en ligne? Je n'ai pas entendu parler de sites sécurisés pour pouvoir à l'horizon de 2-3 ans, arriver quand même à pouvoir recevoir des déclarations. Je n'ai pas entendu parler de bases de données. Et donc, même si des dizaines de milliers de formulaires arrivent, et si cela arrive, est-ce que cela ne va pas poser plus de problèmes? Maintenant, autre chose, c'est que dans la loi même, je pense qu'on n'a pas prévu assez d'acteurs pour pouvoir s'assurer que les déclarations vont se faire. Ce que je veux dire par là, c'est que les organismes publics et l'administration publique dont les membres sont appelés à faire les déclarations auraient dû être aussi partie prenante. Ce qui doit faire appel tout, à mon cap travail dans yo, dit que mon cher va faire déclaration, bon, la loi dit bon 30e, et puis c'est le ministère des Finances qui va dire ça pour ses employés, éducation nationale, je ne sais pas si c'est le conseil électoral qui va. Non, ce n'est pas comme ça, on dit tout c'est pour ULCC, alors que non, les acteurs directement concernés. Autre chose, parlant de déclaration de patrimoine, la question de délai de déclaration. Là, il y a la fameuse règle de 30 jours. 30 pour faire les déclarations, 30 jours après, etc. Je pense que pour les fonctions électives, stratégiques, ou bien pour certaines fonctions, peut-être très peu, je parlerai de président, je parlerai de, je ne sais pas, pouvoir législatif en général, Chambre des députés, Sénat, ou bien député, sénateur, président, moun sa a été doué, des déclarations, ça comme un préalable. Avant candidat, il faut préparer. Lorsque fin passé au gondé laisse ou pas faire li, ou pas prêter serment. Avant prêter serment pour le fait. En termes clairs, non, un homme politique devrait avoir sa déclaration de patrimoine. Je dis très fort, je sais. Mais tu sais, je n'ai pas le langage de bois, je parle pour déranger très souvent. Oui, c'est pour le préalable, on est avant prêter serment, déclaration là. Et un côté qui est. Parce que si l'exemple ne vient pas d'en haut, il y a un problème. Moi, je connais des directeurs dans le temps, il y a quelques années, qui ont fait des tentatives de faire une déclaration de patrimoine et puis accusés de traite. Il ne faut pas attendre ça, même qu'on est 3 quarts, côté que la Cour fait déclaration et puis me dit que le général n'a pas fait, soit pas fait là, mon cher. Et puis, le général, s'il n'a pas le fait, mais ça ne soit pas fait là, bon, pas fait moi-même, etc. Et puis, vous voyez, il y a une question d'équipe aussi. N'oubliez pas que, tel que le pouvoir politique est organisé, vous voyez, c'est une question d'équipe, et très souvent, c'est un parti qui prend le haut, etc. Donc, il y a tout un ensemble de contraintes que la loi ne couvre pas, et il faudra quand même qu'on repense le projet pour pouvoir vraiment avoir des déclarations. Peut-être moins de personnes assujetties à la déclaration au départ. Peut-être qu'on y a souffert des milliers de monde, font peut-être pousser 3000 personnes seulement qui sont obligés de faire, mais qu'on a contrôlé à pouvoir passer au fur et à mesure, vous voyez, c'est ça. Alors, puisque nous parlons de gestion de la déclaration de patrimoine, l'aspect comptable, vous avez bien développé, l'aspect administratif, les contraintes de ces institutions-là, et notamment au niveau des greffes, au niveau du LCC. Mais puisque vous avez parlé de la localisation des biens, donc les moyens de contrôle, par exemple ceux qui ont un patrimoine dont certains éléments se trouvent à l'étranger, comment peut-on arriver effectivement à s'assurer de la sincérité de leur déclaration? Non, normalement, on ne peut pas détacher la déclaration de patrimoine de ce qu'on appelle l'éthique. En aucun cas, aucune administration, aucune instance judiciaire, aucune autorité ne peut tout contrôler. Très bien. Ne serait-ce que dans la moindre déclaration, même fiscale et autres. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a toujours
Une responsabilité une personnelle. responsabilité personnelle. Un Et engagement il y a personnel. un niveau de confiance qu'on doit faire au déclarant. Au départ, mais avec un garde-fou, c'est que le déclarant, après avoir rempli sa déclaration, déclare que la déclaration C'est sincère. est sincère, complète et a été préparée vraiment sans souci d'omission. De sorte que, si jamais après coup, il est révélé que la déclaration était insuffisante et qu'il y a dans cette insuffisance des points qui montrent clairement qu'il y avait une volonté de tromper, on peut toujours dire, mon cher, t'es ciel, ça, on va échapper. Maintenant, en soulevant cette question, il y a une autre insuffisance que je pense qu'on doit lever aussi dans la loi, c'est que la loi écrit avec un bon article, comme si il y a une pression, mon senti qui ne peut pas appliquer vrai. Et parmi ces articles, il dit que et si ULCC constatait un monde et pas fait toute déclaration patrimoniale, ULCC qu'apprend et qu'apprend telle sanction. Là, il y a une faute. La loi devrait passer par une étape intermédiaire où, lorsqu'une déclaration est insuffisante, la première démarche administrative, c'est une démarche qui consisterait à demander au déclarant de faire une déclaration rectificative. Dans cette approche, nous doit gagner, monsieur gagne 12 véhicules, 35 immeubles. Pas dire monsieur me connaît, même dire monsieur a manqué, faire déclaration, mais on va pas dire ou pas prendre sanction parce que c'est très facile pour qu'on qui passe qui passe là-dedans. Un gros patrimoine. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas comment, si la déclaration est insuffisante, volontairement ou non, et puis une instance peut appliquer des sanctions sans passer par une procédure judiciaire, qui va peut-être être forcément longue. Et sous grand pile monde, tout ça rend la loi, je dirais, plus difficile d'application parce qu'il manque de souplesse. C'est parce qu'on dit, mon cher, je prends sanction sur le baril que les nègres la fraudé, les nègres ont gagné qu'on ne peut pas avoir sanction et tout. Si c'est sous papier, on va traiter, on va gagner de données, on va gagner, on va gagner un programme pour faire ça, tout le monde connaît. Donc finalement, et je conseille aussi qu'à ce niveau-là, au niveau de déclaration insuffisante, qu'on prévoit aussi une étape intermédiaire qui est l'étape de rappel et de demande maintenant d'éclaircissement ou bien tout simplement de demande d'une déclaration rectificative qui a remplacé celle qu'on a trouvée insuffisante. Maintenant, dans cette approche, il sera plus facile aussi de détecter les manquements, les failles ou bien carrément les omissions flagrantes. Parce que là, moi, l'insuffisant, je vais chercher qu'on est soit pas insuffisant, et puis je vais comparer avec ça, même, il soit rectifié. Bon, non, par contre, vous comprenez, et puis ça, on n'a pas fait un travail qui est plus conséquent. Très bien. Donc, alors ça voudrait dire, en pareil cas, que l'ULCC doit avoir des procédures. Cher confrère, je ne veux pas parler des institutions, je veux parler de la loi. Non. Des procédures clairement établies et dans le cadre de l'application du texte, il serait de bon ton que les déclarants soient informés, soient au courant. Comme un code de procédure, manuel de procédure. Parce que nous parlons de transparence, de reddition des comptes, il est préférable que tout soit clairement mis sur la table. Oui, mais n'oubliez pas, pourquoi je ne veux pas parler seulement de grève de tribunal ULCC, parce que on peut constater aujourd'hui qu'il y a des groupes de pression qui ont beaucoup plus contribué que les organes publics, même à faire avancer la cause de la transparence. Je ne vais pas le citer, mais il y a des groupes de pression qui, là, dans la société, qui doivent informer. Je pense que la question doit être ouverte à l'université. Ce n'est pas les gens qui viennent fonctionner, non, pour la connaître déclaration. Mais il faut depuis l'université le connaître. Pour nous sortir dans le je veux dire, pas une copie de déclaration. Non, c'est pour qu'il y ait un pile, pour tout le monde. Si bébé met gain déjà, c'est tant mieux. C'est-à-dire cette affaire maintenant de cet état chiche qui a fait économie sous photocopie, etc. Moi, je ça l'autre jour, je me suis vexé. Parce que je suis un chercheur maintenant, je ne sais pas qu'à joindre. Alors, il faut une déclaration déjà. Je même tes besoins. Ça n'est pas écrit pour me peut-être
scanner pour défendre le dossier, et puis non, pas rien, etc. Tout ça, c'est que la chose doit être ouverte. Si nous restons dans l'ULCC, dans le cadre du tribunal, mais nous n'ouvrons pas la question à la société en général, et surtout aux futurs décideurs de ce pays, c'est peine perdue parce que ça qu'il a déjà, il y a une équipe qui n'a pas fait déclaration encore, parce qu'il va aller. Et il y a ça qui a pouvoir à moyen terme, puis il n'a pas fait parce qu'il paraît qu'il y a un pile temps pour vivre encore, etc., etc. Il faut parler aussi aux jeunes, à l'avenir, à ceux qui vont occuper des places importantes demain. Très bien. Alors, dans le cadre de la sensibilisation, j'ai mentionné, donc il faut que toutes les catégories sociales soient informées. Et les jeunes, l'université, les étudiants, etc. Voilà, de manière à ce qu'on soit au courant. Parce que quelque part, on parle d'un domaine qui intéresse le commun des mortels, le citoyen. Professeur Duval, en fin de compte, quelles seraient vos recommandations, c'est-à-dire à ceux-là qui regardent l'émission et qui aspirent à occuper un poste public, que ce soit pratiquement comme comptable, comme ordonnateur, comme un poste politique, devenir par exemple juge, ou bien devenir inspecteur des impôts, inspecteur d'immigration, etc., même conseiller de président, de ministre, etc., des gens qui sont concernés par cette disposition. Quelles seraient alors vos recommandations, vos remarques? Ma remarque, c'est que premièrement, on est fatalement dans un tournant et une mouvance. On ne peut pas échapper à l'évolution et notamment aujourd'hui aux conséquences de la globalisation et de l'intégration économique. Et de sorte que si nous voulons nous moderniser et nous mettre en position de nous faire prendre au sérieux ici ou ailleurs, il faut quand même des instruments comme ça. Ça, il n'y a pas à sortir de là. La deuxième chose, c'est que les personnes visées et qui sont en poste maintenant doivent savoir que même si pour certains, ils ont peut-être la force aujourd'hui d'échapper à cette obligation d'éducation de patrimoine, mais il y a une loi. Et nous sommes dans un tournant. Quand on dit tournant, il y a aussi mouvement en rond, changement perpétuel, son boule qui a brûlé. Il y en a qui ont quitté fonction après 2-3 ans et puis 10 ans, ça peut venir, qu'il n'y a aucun problème. Ça, c'est autre chose. Troisièmement, il faut quand même, normalement, viser beaucoup plus la jeunesse aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, les futurs dirigeants de ce pays. Très bien. Pour que nous finissions par avoir une image de monde qui est éclairé et qui voulait rentrer dans la modernité, qui veut sortir dans la transition démocratique, parce que nous sommes dans une transition démocratique depuis longtemps, et à cause de tout cela, etc. Et qui pour nous projetons une image qui prend nous au sérieux. Ça, c'est pour quand même le grand public. Maintenant, pour les pouvoirs publics en général, il faut quand même regarder la loi sur l'éducation de patrimoine, non pas à travers seulement les obligations, les injonctions, dont la plupart ne sont pas tout à fait réalistes ou bien applicables, et je dirais à 100%, pour pouvoir se dire qu'il y a là un chantier où on doit prévoir, je ne sais pas, modification, changement, amendement, le nom importe peu. Et troisièmement, au niveau, je dirais, des responsables en général et de tous ceux qui sont appelés à prendre des décisions, il faut savoir que tout ce que je dis là comme limite, problème d'applicabilité, ne doit pas servir de prétexte pour dire que, bon, on a entendu une émission, il y a... Non. C'est-à-dire, il y a des problèmes d'applicabilité, mais aujourd'hui encore, il y a une application raisonnable, même minimale, qui peut se faire et qui peut nous projeter plus en avant. Maintenant, pour ceux qui s'empressent toujours de faire tout en même temps, et c'est notre pratique en Haïti de vouloir faire tout en même temps, et au bout du compte de n'arriver à rien faire, il faut aussi repenser à une stratégie d'application et de progression maîtrisée
de la déclaration de patrimoine, au lieu de viser 30 000 acteurs en même temps, viser 1000 et puis faire quelque chose et puis passer à 2 000, 3 000, 5 000, 7 000, etc. C'est le conseil que je donne parce qu'il faut mettre en balance les obligations, les devoirs et les moyens. Très bien. Aujourd'hui, Duval, puisque nous parlons de gestion de la déclaration de patrimoine, ne pensez-vous pas qu'il y ait moyen de lier la déclaration de patrimoine et l'obtention de la décharge en fin de fonction? Bon, moi je pense que c'est plus que plausible, plus qu'évident. Très bien. C'est-à-dire... C'était volontaire au départ? Non, c'est-à-dire, moi je ne vais pas lier même à la décharge, non? Je vais lier ça non seulement à la décharge, mais aussi à toute possibilité d'occuper une autre fonction. Vous voyez, je vais plus loin, oui. Parce qu'on ne peut pas avoir besoin de décharge, mais avoir besoin quand même d'occuper d'autres fonctions. Des fonctions même inférieures à celles qu'on avait occupées sans produire la déclaration. Il y a des mécanismes comme ça qu'on peut prévoir, il y a un tas de choses qu'on peut faire. Donc, vous soyez d'avis, par exemple, le fait de ne pas remplir sa déclaration de patrimoine, vous ferme la porte à l'obtention de la décharge. Il y a décharge, mais plus que ça, de toute possibilité d'occuper certaines autres fonctions stratégiques. Professeur Duval, quelles seraient vos préoccupations relatives à la mise en application de ce décret, de cette loi 2008, 12 ans après? Bon, premièrement, il faut continuer à envisager la mise en application, mais à travers une modalité réaliste. Deuxièmement, en ayant soin, bien avant aussi, de mettre en place des dispositions institutionnelles et infrastructurelles de base. Telles que? Bon, telles que, il faut avoir des cadres en quantité suffisante pour faire ça, en qualité. Il faut avoir des installations où on peut travailler vraiment, et pas peut-être une ancienne maison habitable transformée en bureau, etc., avec 3 ou 4, 5 petites chambres. L'aspect logistique, là. Il faut aussi, si on veut toujours la procédure passer par le greffe de tribunal, il faut maintenant qu'il y ait des greffes vraiment équipés pour ça, etc. Ça, c'est autre chose. Il faut maintenant les supports technologiques, bases de données, programmes de traitement, etc., pour pouvoir saisir, faire les choses, etc., parce qu'on ne pourra pas analyser sur papier, etc. Il faut aussi les modifications qui facilitent, moi j'en ai parlé beaucoup là, qui facilitent non seulement le traitement de la déclaration, mais aussi l'application des sanctions prévues, parce que dans l'état actuel, il y a des choses à faire pour pouvoir, et beaucoup de choses vont améliorer. Je pense que là, il y a même tout un document de position, et j'ai vu récemment quand même que j'ai même signé une pétition émise par Fondation J'éclairé pour pouvoir demander quand même des changements à la loi, mais c'est surtout au dispositif administratif qui doit permettre, je dirais, l'application harmonieuse et complète de cette loi. Monsieur Duval, puisque vous avez été président de l'Ordre des comptables, vice-président de l'Ordre des comptables, est-ce que, selon vous, les organisations professionnelles telles que l'Ordre des comptables et l'Ordre des avocats, le corps des ingénieurs, ne peut pas aussi être d'un certain appui à la société en général dans la mise en application de cette disposition relative à la déclaration de patrimoine? Moi, je me souviens que sur ce plateau, j'avais fait cette remarque déjà. Lorsque, par exemple, pour la première fois, il y avait le texte sur la loi électorale qui prévoyait le contrôle des dépenses des partis politiques. Très bien. Et deuxièmement, j'avais fait cette remarque lorsque, pour la première fois, on avait parlé du Fonds national d'éducation, comment contrôler. C'est la même chose. Et plus que ça, moi, je pense que pour la déclaration de patrimoine, les déclarants, pour la grande majorité, auront besoin d'appui technique. Et c'est pourquoi, c'est à cette occasion moi-même
que j'avais personnellement étudié les contours de ces trois lois, électorale, François d'éducation et puis éducation de patrimoine, parce que je m'attendais à me mettre en position de fournir des services là-dessus. C'est pour ça. Bon, parfait. Ainsi prend fin la 412e édition de la série avec pour thème Gestion de la déclaration de patrimoine. J'espère que vous avez été bien servi par le professeur Duval dans cette intervention claire, de manière à ce que chercheurs, étudiants, professeurs, etc., hommes politiques, de façon à ce que vous soyez mieux imbus de vos obligations. Ainsi, nous disons un grand merci pour M. Duval pour sa disponibilité. Et à vous, nous disons à bientôt. M. Duval. Eh bien, merci.